Donc, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce nouveau séminaire. On va juste commencer aujourd'hui avec Cécile Cassan, qui va nous présenter une minute verte sur la Semaine mondiale du nettoyage numérique. Vous êtes en plein écran, peut-être. Voilà, super. C'est enlevé. Cécile, tu es en mute, je pense. Voilà, désolée, j'arrivais pas à activer mon micro. Est-ce que mon écran est bien partagé maintenant? Ouais, c'est parfait. Ok, bon, merci beaucoup Thibaut. Donc aujourd'hui, Nivejak 1.5 vous présente une minute verte sur la Semaine mondiale du nettoyage numérique qui se déroule en ce moment. Pourquoi? Saviez-vous que le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire autant que l'aviation civile aujourd'hui? Cet impact est lié à plusieurs facteurs. Concernant les appareils, il y a tout d'abord fabrication. La fabrication des appareils compte pour 50% dans leur impact environnemental. Et ces appareils numériques sont de plus en plus nombreux dans notre quotidien, d'où l'intérêt d'en prendre soin, d'en faire une maintenance correcte pour augmenter leur durée de vie. Par ailleurs, l'énergie consommée par ces appareils est conséquente, et notamment celle des serveurs. Savez-vous qu'un data center consomme autant d'énergie qu'une ville de 50 000 habitants? Et c'est d'autant plus alarmant que le volume des données stockées est multiplié par 2 par chacun d'entre nous tous les 2 ans. L'impact des messageries est également énorme. Un mail, en fait, c'est pas beaucoup, c'est 10 grammes d'équivalent CO2, mais si on multiplie par les plus de 300 milliards de mails échangés chaque jour dans le monde, là, ça commence à faire beaucoup. Ce qui est un peu triste, c'est qu'on sait que 60% des mails ne sont finalement jamais lus. Donc, avec l'aide du World Cleanup Day qui organise la semaine du nettoyage numérique, nous avons créé des fiches synthétiques pour vous aider à nettoyer et trier vos données sur les ordinateurs, sur les serveurs, et aussi faire une maintenance des ordinateurs et de la messagerie. Donc, je vous mettrai les liens dans la discussion. Dans ces liens, il y a une fiche pour les ordinateurs, une fiche pour la messagerie et également 2 fiches pour les réseaux sociaux et pour les téléphones portables. Donc, nous avons un tableau de collecte de données. Si vous remplissez ce tableau en mettant le volume et le nombre de fichiers des données que vous aurez éliminées sur chacun de vos supports, ça nous permettra de faire une synthèse à l'échelle de Nivejak et de vous faire un retour sur l'effet de notre nettoyage de printemps. Par contre, ne mettez que les données concernant les supports professionnels. Donc, les fiches donnent également des méthodes pour rester propre entre guillemets toute l'année et ne pas avoir besoin chaque année de faire un trop gros nettoyage qui peut prendre un peu de temps si on ne le fait pas régulièrement. Voilà, donc l'année dernière, 38 000 personnes ont participé à ce nettoyage numérique et ont permis de supprimer 58 téraoctets de données. Et pourquoi pas nous à Nivejak? Le numérique, ce n'est pas tellement le numérique en lui-même qui pose problème, mais plutôt la façon dont on s'en sert. Hier soir, on en était seulement à 4% de participants parmi les membres de Nivejak, mais avec ce petit nombre de personnes, on a déjà éliminé 169 gigaoctets de données, ce qui est l'équivalent de 3 tonnes de CO2 ou encore plus de 17 000 km en avion. Donc, est-ce que vous êtes prêts et motivés pour ce nettoyage de printemps? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous mets les fiches dans la discussion et je vous souhaite un bon séminaire. Très bien, merci Cécile. Si quelqu'un a une remarque ou une question à propos de ce nettoyage numérique, avant que je donne la parole à Romain. J'ai vu qu'il y avait aussi des fiches pour les appareils personnels, téléphones et autres. Voilà, il y a des fiches pour les appareils personnels, téléphones, portables et réseaux sociaux,
Donc là, ce sont les fiches brutes du World Cleanup Day, les fiches qu'on a faites pour Mivejec, pour les ordinateurs et les messageries sont beaucoup plus courtes, elles font une seule page. Donc voilà, dans le tableau de collecte, ne mettez que les données concernant vos supports professionnels, ce sera plus équitable comme collecte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'habituelle adresse mivejec.ca. Merci beaucoup. Très bien, merci. Du coup, Romain, je vais te laisser partager ton écran. Et puis, en attendant, je vais te présenter rapidement. Donc, Romain Douda, il mène des recherches anthropologiques en Afrique centrale où il étudie les relations qu'entretiennent les sociétés humaines avec leur environnement et notamment avec la faune sauvage en tant que sujet de consommation, de conservation, mais aussi de transmission des pathogènes. Il a ainsi conduit depuis 2012 plusieurs terrains de recherche auprès de différentes communautés de chasseurs-cueilleurs au Cameroun, au Congo et en RDC. Et il est actuellement en contrat postdoctoral à l'Institut Pasteur, où il est engagé au sein du projet Microtone. Donc, c'est une étude qui s'inscrit dans une démarche One Health, à l'interface entre écologie, anthropologie et épidémiologie. Donc, il va aujourd'hui nous présenter les premiers résultats de ce projet pour discuter du rôle des interactions humains-animaux dans le phénomène d'émergence des maladies zoonotiques du point de vue de l'anthropologie. Voilà, Romain, je te laisse la parole. Juste ton micro. Voilà, ce n'est plus partagé. Voilà, ouais. J'ai un petit problème. Est-ce que c'est bon, l'écran? Ça, voilà, c'est parfait. Ok. Donc, bonjour à tous et merci de cette invitation à participer à ce séminaire. Merci à Thibaut pour l'invitation et de permettre en fait aussi de présenter une approche dont apparemment vous n'avez peut-être pas trop l'habitude d'écouter dans votre unité, donc qui est l'apport en fait des sciences sociales appliquées aux maladies émergentes et à la santé. Et donc moi, comme l'a dit Thibaut, je suis actuellement postdoctoral à l'Institut Pasteur dans l'unité anthropologie, écologie de l'émergence des maladies, dirigée par Tamara Gelvernik. Et donc, je travaille au sein du projet Microtone, où on étudie les circulations microbiennes et virales au sein d'un écotone en République démocratique du Congo, et donc à l'interface entre humains et animaux, avec une approche interdisciplinaire. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter. Avant ça, je vais vous faire un petit topo sur les contributions de l'anthropologie médicale pour l'étude des maladies émergentes. Puis, je reviendrai sur le projet en soi. Alors, les contributions de l'anthropologie médicale, en fait, bon, elles sont nombreuses. Il y a tout premièrement l'anthropologie médicale classique, on va dire, qui utilise les méthodes traditionnelles de l'anthropologie, à savoir l'analyse d'entretien semi-directif, les observations, une immersion sur un temps assez long auprès des populations concernées, et une attention qui est portée à la langue et aux termes utilisés donc, dans les entretiens. Dans une approche, on va dire, traditionnelle, l'anthropologie médicale, elle s'est d'abord focalisée sur les aspects culturels de la santé, de la maladie, du soin, en investiguant en fait, dans un groupe social donné, que ce soit les concepts locaux de corps, de maladie, de bien-être, de santé, de contagion, de souillure, etc. En investiguant les sémiologies, les nosologies et les étiologies locales, mais aussi la manière en fait, dont sont pris en charge les maux ordinaires du quotidien, l'analyse des comportements à risque, mais aussi, c'est ça qui nous concerne plus aujourd'hui, les réactions individuelles et collectives aux maladies infectieuses endémiques ou épidémiques, c'est-à-dire en général en fait, les itinéraires diagnostiques et thérapeutiques qui sont utilisés par les populations, les pratiques d'évitement, de protection, que ce soit de protection symbolique ou thérapeutique,
et les procédés sociaux et psychiques qui sont mis en place face aux maladies. C'est aussi un travail sur la perception des vaccins, des traitements et tout ce qui est les rumeurs en fait, qui sont liées à cela. Alors, il y a eu des questionnements plus récents de l'anthropologie médicale depuis plusieurs années. L'anthropologie médicale elle a diversifié ses champs d'action et son échelle en s'éloignant de l'échelle un peu micro-locale ethnographique traditionnelle et en s'intéressant de plus en plus aux relations entre les acteurs, donc dans une perspective un peu plus large, soit dans des études disons, plus théoriques, soit en anthropologie médicale appliquée, en étant sollicité en fait, pour analyser les réactions des communautés et les relations sociales entre différents acteurs, donc avec une dimension aussi plus politique. L'anthropologie médicale elle a aussi été mobilisée pour faciliter la communication, l'engagement des communautés ou la préparation aux épidémies. C'est notamment bien connu dans le cas d'Ebola, mais c'est également le cas dans d'autres épidémies. Et c'est l'objet de ma présentation, c'est aussi l'implication de l'anthropologie médicale pour comprendre les interactions entre les humains et d'autres espèces et comment ces interactions elles peuvent affecter en fait, la santé des individus et des communautés. Donc, en général, on va dire que l'objectif général de l'anthropologie médicale, c'est de révéler la complexité, en fait, la complexité et le rôle en fait, des pratiques et des connaissances locales. C'est de chercher à mettre en dialogue les savoirs scientifiques et les savoirs profanes, populaires, les savoirs locaux, disons, en mettant en regard différentes définitions, les définitions locales de la santé et des définitions qui sont plus globales et partagées par le monde biomédical. C'est aussi en situation épidémique de confronter en fait, les registres de causalité, les formes de prise en charge thérapeutique et sociale de la maladie. Et c'est aussi de limiter, c'est un des objectifs d'anthropologie médicale, de limiter en fait, la reproduction d'un rapport de pouvoir qui peut avoir lieu entre les savoirs biomédicaux et les savoirs populaires. Enfin, un des objectifs, c'est aussi d'éviter en fait, l'écueil qui est assez fréquent d'identifier les communautés locales comme un tout homogène et de réduire en fait, les pratiques et les maladies qui les affectent à un raccourci de cause à effet, en fait, comme on le voit par exemple avec l'idée d'associer Ebola à des pratiques de chasse, à un contact avec un primate, etc. On y reviendra. Alors, quelle est la place des animaux dans ces approches? Un petit historique, en fait, la place des animaux en anthropologie médicale, elle est, on va dire, assez récente. L'anthropologie médicale, elle s'est longtemps concentrée sur l'humain en mettant les animaux de côté, en périphérie. Mais de la même manière, en fait, l'anthropologie, de manière générale, l'anthropologie sociale et culturelle, elle a longtemps considéré les animaux uniquement dans leur importance économique, sociale, rituelle, en simplifiant en fait, les animaux comme des porteurs de symboles et de représentations que la société va leur attribuer. Donc évidemment, chaque animal dans une société, du moustique au gorille, en passant par le chien ou le chat, il va être porteur de connaissances, de représentations, mais aussi d'attirance et d'appréhension. Et donc, dans les dernières années, il y a eu en fait un tournant dans les sciences sociales sur la réflexion autour de l'animal, la réflexion autour de nature, culture, etc. Et ces réflexions théoriques ont amené à déconstruire certaines vieilles dichotomies considérées comme assez réductrices et parfois trop occidentalo-centrées, donc les dichotomies nature-culture, sauvage, domestique, humain, animal, corps-esprit, etc. Donc, ces tournants théoriques nous amènent aujourd'hui en anthropologie à considérer les animaux comme faisant partie intégrante de la société et que pour comprendre en fait les humains, il faut parfois regarder leur manière d'interagir avec les non-humains. Et donc, on envisage de plus en plus les animaux comme des acteurs à part entière dans des réseaux de coexistence où plusieurs espèces en fait vont coévoluer ensemble et en interagissant dans un espace donné. Et donc, ces manières de voir et de concevoir en fait, l'animal, par du principe, elle va forcément affecter la réaction
d'une population à une émergence zoonotique et à des mesures de contrôle. Donc, ce changement de perspective dans l'anthropologie des relations hommes-animales, il a été permis, comme je dis, par des changements de paradigme propres à l'anthropologie. Dans ce qui concerne l'anthropologie médicale, ça a été aussi fortement poussé par le discours One Health, qui a mis au même plan santé humaine et santé animale dans le triptyque théorique avec la santé de l'écosystème. Mais malgré tout, en fait, ce qu'on peut dire actuellement, c'est que les projets qui mobilisent conjointement l'approche anthropologique, l'approche écologique et l'épidémiologie, ça reste encore assez rare. Bon, il faut néanmoins citer les différents projets. Je pense au projet de l'UMR Astre, par exemple, du CIRAD, les projets de Eve Miguel au Zimbabwe ou l'initiative Présode, qui vraiment commence à essayer de faire vraiment de la recherche interdisciplinaire en intégrant les sciences sociales. Malgré tout, on observe en fait des blocages en fait, assez fréquents et classiques, qui sont des blocages à l'intégration de l'anthropologie, des sciences humaines, je parle, des blocages institutionnels dans les demandes de financement qui restent assez sectorisés, des blocages épistémologiques. Par exemple, on voit dans la mise en place du One Health en fait, que ça reste quand même assez souvent ancré dans des postures idéologiques et disciplinaires, avec des blocages sur la pertinence de tel ou tel type de données, et les données qualitatives qui restent souvent assez mal perçues par le monde biomédical. Donc, là, on a vraiment une différence de paradigme entre qualitatif et quantitatif. Et bon, là, il faut reconnaître aussi qu'il y a un problème du côté des anthropologues qui ont parfois du mal et qui ont une incapacité parfois à savoir dialoguer ou à présenter la rigueur de leur approche auprès d'autres disciplines. Et aussi, on observe un des blocages qu'on observe au niveau des sciences sociales, c'est que les sciences biomédicales ont souvent une tendance à marginaliser en fait les savoirs locaux, les savoirs populaires et les pratiques locales de soins. Alors qu'on penserait qu'il faudrait favoriser les dialogues entre les savoirs, même mettre au même niveau différentes visions du monde pour avoir une vision d'ensemble en fait, d'une situation. Donc, en conséquence de cela, l'anthropologie, finalement, elle est souvent réduite à un rôle de fournisseuse de données sur comment pensent les communautés locales, sur les croyances des populations et sur les bonnes et mauvaises pratiques qui sont présentes dans une zone d'étude. Donc, dans le cas particulier des réponses à une épidémie, le rôle des anthropologues, il risque parfois, c'est aussi une situation qu'on observe, d'être un alibi en fait, institutionnel et politique. Mais malgré tout, c'est dans la réponse aux épidémies que le rôle des anthropologues a le plus souvent été mobilisé et a fait preuve d'une certaine efficacité, notamment dans les épidémies d'Ebola en Afrique de l'Ouest à partir de 2012 pour améliorer la réponse sur le terrain. Donc, nous, les travaux que nous poursuivons dans notre unité à l'Institut Pasteur, il y a un autre objectif sur lequel les sciences sociales ont sans doute aussi un rôle à jouer, c'est celui de la compréhension des mécanismes de l'émergence zoonotique. Donc, nous, dans notre projet que je vais vous expliquer, on travaille aux côtés d'épidémiologistes, de virologues et d'autres chercheurs en sciences de la santé, avec l'idée de produire des nouveaux types de données sur l'émergence. Et on sait qu'il est difficile justement de prédire la prochaine émergence, mais on sait aussi que les événements qui précèdent en fait l'émergence des maladies zoonotiques, ils sont en grande partie souvent invisibles. Et les sciences sociales ont justement en fait accès à des autres jeux de données qui peuvent expliquer comment en fait les populations humaines entrent en contact avec certains animaux qui pourraient être des réservoirs ou des amplificateurs de maladies émergentes. Donc, pour comprendre l'émergence, c'est où je veux en venir, c'est qu'en fait, ce n'est pas des grandes généralisations que nous avons besoin, mais c'est souvent des enquêtes très détaillées, localisées, contextualisées sur les dynamiques locales qui lient maladies, écosystèmes et moyens de subsistance des populations locales. Et en reliant ça, en fait, à plus grande échelle, avec l'environnement, l'économie, la démographie, qui influencent en fait sur cette dynamique locale.
Mais ce qui est complexe dans la compréhension des conditions d'émergence des zoonoses, c'est de savoir quelle est la part justement des déterminants écologiques, politiques, historiques, sociaux qui sont en œuvre. Et c'est d'ailleurs en fait tout le défi actuel pour de nombreuses épidémies, que ce soit le Covid-19, le SRAS, Ebola, la fièvre de Lassa, etc. Et si on prend l'exemple d'Ebola, sur lequel j'ai un peu travaillé, c'est que son émergence, elle n'est sans doute pas réduite uniquement, comme je le disais tout à l'heure, au seul contact physique d'un patient zéro avec une espèce réservoir ou autre, mais émerge aussi probablement dans un maillage assez complexe où vont converger en un lieu donné des chauves-souris, des noix de palme, des fusils de chasse, des politiques nationales, une histoire coloniale, des changements environnementaux. Et c'est à cette échelle-là, en fait, qu'il convient d'élucider la question de savoir comment la rencontre de processus écologiques, sociaux et historiques crée les conditions d'un risque d'émergence. Donc, il s'agit évidemment de phénomènes complexes et à multiples échelles et qui nécessitent, on y vient, donc une diversité d'approches et le recours à plusieurs champs disciplinaires. Donc, c'est un peu tout ça que nous avons essayé de mettre en place dans le projet Microtone à l'Institut Pasteur. On sait que les émergences, elles dépendent de la proximité génétique entre les hôtes et de la capacité d'adaptation de l'agent pathogène, mais elles sont aussi liées à la nature des contacts qui vont faciliter le franchissement de la barrière d'espèce. Et cette notion de contact, elle est justement assez peu étudiée. Et donc, c'est l'objet de notre projet. Donc, en contexte épidémique, les approches anthropologiques et historiques, elles permettent de retracer, à partir de l'émergence, l'évolution de l'épidémie telle qu'elle est perçue localement, telle qu'elle est vécue, en mettant en évidence les différents récits en présence, les conséquences multiples de l'événement, qu'elles soient sociales, psychologiques ou politiques. Mais pour comprendre la raison de l'émergence d'une maladie, en particulier zoonotique, la recherche du cas index, c'est souvent ce qui est privilégié, mais ce n'est sans doute pas suffisant. Et c'est ça qui fait que ce récit, il est classiquement réduit, je reviens sur Ebola, par exemple, à la situation d'un chasseur et d'une découpe de viande, d'un contact physique direct à un moment donné. Et on peut penser en tout cas que la situation est sans doute beaucoup plus complexe que ça. Parce que les récits en fait, locaux, quand on fait des enquêtes, les récits locaux sur l'origine d'une épidémie sont souvent très divers, très variés. Et en tout cas, ils soulignent le fait que les conditions qui facilitent l'émergence, elles sont diverses. Il y a des processus sociaux, politiques, économiques, comme je le disais. Et il y a dans la vie courante du quotidien, je veux dire, dans les moyens de subsistance, des contacts réguliers, des proximités, des distances entre les espèces dans les environnements, et des environnements qui sont plus ou moins partagés en fait, dans ce réseau en fait, d'espèces humaines et non humaines. Donc, il est utile de sortir du cadre propre de l'épidémie pour comprendre les formes de circulation virale et microbienne, et ainsi écrire une sorte de pré-histoire des maladies émergentes. Et pour ça, il n'y a que des approches multidisciplinaires qui permettent de comprendre justement comment les espaces sont partagés et comprendre les voies de circulation du microbiome et du virome et les liens qu'il y a entre avec les pratiques humaines et les représentations. Donc, c'est cette approche que des membres de notre équipe ont conceptualisée au Sud Cameroun dans un projet précédent, porté par Tamara Kaziernik et Victor Nara, en se focalisant sur les formes d'engagement entre humains et primates non humains, et pour viser donc à une redéfinition de la notion de contact, qui est conceptualisée ici dans ce papier de Victor Nara de 2017, où il y a cette idée de ne pas se focaliser uniquement sur les contacts physiques, mais de travailler aussi sur les superpositions spatiales dans les contacts, donc ce qu'on appelle le contact environnemental, donc au-delà du contact purement physique, du toucher, donc le partage d'espace, et de s'intéresser aux processus sociaux et historiques qui mènent à ce partage d'espace et à ces contacts physiques. Donc le projet dont
dont je vais parler maintenant, on n'a pas encore publié, ça a pris beaucoup de retard à cause de l'épidémie. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'approche et la méthode, je vous conseille de vous référer à cet article de 2017 qui présente l'approche qu'on a reproduite et ensuite élargie ici en RDC avec toute une diversité d'espèces animales. Alors, le projet Microtone, c'est une recherche multidisciplinaire qui intègre les sciences sociales, notamment l'anthropologie médicale et l'histoire, l'écologie, la virologie, la métagénomique, et qui vise à mieux comprendre, donc, comme je disais, les circulations virales et microbiennes dans un environnement donné. Donc, on examine le recouvrement spatial entre les espèces et on re-questionne donc cette notion de contact qui, pour nous, est vraiment une clé de voûte de la transmission zoonotique et des conditions d'émergence. Alors, on a choisi de travailler dans le bassin du Congo, parce que, enfin, on le sait maintenant, c'est un des plus grands réservoirs au monde de biodiversité végétale, animale, mais aussi microbiologique, dont des agents infectieux connus et inconnus qui font d'elle un haut lieu d'émergence et de réémergence et d'endémisation aussi de pathologies. Et une zone où la chasse, justement, et la filière viande de brousse, qui a été beaucoup étudiée et souvent mise en accusation lorsqu'elle concerne des espèces susceptibles d'être impliquées dans le processus de transmission. Donc, on a choisi de conduire cette étude prospective le long d'un gradient écologique. Donc là, on est à l'ouest de la RDC, dans la province du Mai-Ndombe, dans un système de mosaïque forêt-savane, le long d'un gradient de déforestation, de fragmentation de l'habitat. Parce qu'on sait que les habitats fragmentés sont supposés favoriser le mécanisme d'émergence. Donc, les données collectées proviennent de 3 villages habités par le groupe ethno-linguistique des Batéké, des villages qui sont assez proches géographiquement, mais qui présentent des caractéristiques démographiques et écologiques assez distinctes, des différences en termes d'accès au marché, de composition de la faune, et on suppose aussi de contacts différents avec les différentes espèces animales. Notons aussi qu'il y a un grand nombre d'études qui s'est focalisé sur les animaux sauvages, en fait, en Afrique centrale, et à juste titre, puisqu'on sait que plus de 70% des maladies émergentes proviennent des animaux sauvages. Il y a aussi de nombreuses raisons de considérer l'importance des animaux domestiques sur ce sujet, voire même de repenser en fait cette séparation sémantique entre sauvage et domestique dans le contexte local. Donc c'est pour ça qu'on a également intégré en fait les animaux domestiques dans l'étude. Donc on a choisi d'utiliser des méthodes mixtes. Donc on a premièrement mis en place, comme il a été fait dans le précédent projet dont je vous ai parlé au Cameroun, donc on a mis en place un suivi participatif durant 5 mois en recrutant 30 volontaires dans 3 villages. Et ça pour nous permettre d'estimer en fait les fréquences de contact entre humains et animaux. Et donc, on a demandé aux participants de noter chaque jour pendant 5 mois toutes les espèces animales, domestiques et sauvages qu'ils avaient vues et en catégorisant le type de contact, vu vivant, vu mort, entendu, vu une empreinte, découpé, tué, mangé, etc. Ces données ont permis de générer donc des fréquences de contact participants pour ensuite effectuer des comparaisons par espèce, par groupe d'espèces, par genre, par village. Et à partir de ces fréquences individuelles, donc on obtient une fréquence moyenne pour toute la zone, pour chaque espèce et pour chaque type de contact. Ensuite, on a effectué des transects écologiques. Il faut savoir que la distribution et la répartition en fait, des espèces, elle joue un grand rôle dans les probabilités de rencontre en fait, avec cet animal. Et donc, ces abondances relatives, elles ont été évaluées au moyen de méthodes de recensement par transect en employant des pisteurs locaux. En considérant donc, que plus une espèce est abondante autour du village, plus la probabilité est grande d'avoir des contacts avec cette espèce. Ça paraît logique, mais donc il s'agit de vérifier cela en mettant en regard avec le suivi quotidien des contacts. On a également mené en fait, des entretiens et des observations participantes pour mieux comprendre le rapport animal, les catégories locales, l'évolution des pratiques. Donc on a réalisé un peu moins d'une centaine d'entretiens, entre 30 minutes et 1 heure,
sur différentes thématiques, des données qui ont été ensuite traitées, ont été retranscrites, codifiées, et on a fait une analyse de contenu thématique. Enfin, on a fait une collecte d'échantillons biologiques de sel et de sang sur les 30 volontaires, les 30 habitants volontaires des villages, sur 80 animaux sauvages et 50 animaux domestiques, donc pareil, autour des villages, dans le but d'identifier les agents microbiens qui circulent entre les espèces dans un même réseau écologique. Donc là, comme je disais, à cause de la pandémie, de problèmes de transfert d'échantillons et d'analyse, en fait, ces données-là n'ont pas encore été analysées, donc c'est en cours. Alors, je vais vous présenter les premiers résultats de l'étude, donc qui n'ont pas encore été publiés, je vous le disais. Premièrement, les résultats de l'analyse des données de contact que je mettrai en regard avec les données anthropologiques. Donc, premièrement, on a donc recensé quasiment 100 000 événements de contact sur 5 mois, avec une moyenne de 4 000 contacts en moyenne par participant. Là, quand je parle des espèces animales, on a exclu les oiseaux, les serpents, les arthropodes et les poissons. Donc, sans grande surprise, on observe des contacts avec une très grande diversité d'espèces animales, tout type de contacts confondus. Et en moyenne, chaque personne, elle a été en contact au moins une fois avec 61 espèces animales, dont près d'une cinquantaine d'espèces non domestiques, 9 espèces domestiques et 3 espèces commensales. Dans les espèces commensales, en fait, il s'agit des petits rongeurs vivant dans les maisons ou des chauves-souris, petites chauves-souris insectivores, des pipistrelles, qui vivent dans les habitations. Donc, on a une plus grande diversité d'espèces domestiques rencontrées, et les volontaires ont rapporté en moyenne, en fait, 2 espèces non domestiquées différentes par jour en termes de diversité moyenne quotidienne. Avec un test de Wilcoxon, on remarque en fait qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes dans la diversité des espèces rencontrées par jour. Donc, sur l'ensemble des données, on observe en fait environ 2 tiers des contacts se font avec des animaux domestiques, mais tout contact confondu, et évidemment, c'est l'intérêt, il faut là différencier les types de contacts. Donc là, dans ces graphiques, le graphique du haut représente la fréquence moyenne, tout volontaire confondu, la fréquence moyenne de contact par type de contact et par catégorie animale, c'est-à-dire à quelle fréquence, par exemple, une empreinte d'artiodactyle, c'est-à-dire les antilopes, les bovidés sauvages, le sanglier. Donc, c'est la première colonne à gauche, la rose. Donc, à quelle fréquence une empreinte d'artiodactyle, par exemple, va être observée par les volontaires sur la période d'étude. Donc ici, on est un peu moins de 0,5, c'est-à-dire qu'on en fait environ 1 jour sur 2, un participant rencontre une empreinte d'artiodactyle. Donc là, on observe tout de suite en fait, que les contacts environnementaux sont beaucoup plus fréquents et ils sont surtout vraiment représentés par les espèces domestiques. Donc quand je dis contacts environnementaux, c'est des contacts non physiques, c'est le fait juste de voir une empreinte, de voir un lieu de nidification, un reste alimentaire, une crotte, d'entendre un animal, le voir vivant ou le voir mort, mais sans le toucher. Dans le graphique du bas, ce graphique représente la proportion des fréquences moyennes de contact par type de contact et par catégorie animale. Donc ce graphique permet de voir en fait, que pour un type de contact donné, la représentation de chaque espèce animale, par exemple le contact vendre un animal, donc l'avant-dernière colonne à droite, vendre un animal ou vendre un morceau de viande de tel animal, il est surtout représenté en orange ici par les primates. Donc, ces 2 graphiques nous permettent de voir que les animaux domestiques sont ici très représentés dans les contacts environnementaux, que les espèces commensales sont quasiment absentes des contacts physiques. Espèces commensales, donc on parle d'espèces qui vivent dans les habitations, donc quasiment pas de contact physique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe ici les flèches jaunes, un pattern en fait inverse entre les artiodactyles, donc les antilopes, bovidés et sangliers, et les rongeurs, concernant la chaîne d'abattage
Donc, abattage, dépeçage, préparation, consommation, achat, donc tout la chaîne que va subir en fait un gibier au moment où il est tué, au moment où il va être consommé ou vendu. C'est-à-dire que les rongeurs, donc ici, les colonnes du bas, marron, ils vont représenter une grande part des contacts liés à l'abattage, mais sont de moins en moins représentés dans les actes de découpe, de préparation, de consommation et d'achat. Et c'est l'inverse en fait pour les artiodactyles qui sont de plus en plus représentés dans cette chaîne de transmission. Donc, de l'abattage à la vente, les antilopes, mais aussi les primates, comme on le voit, ils sont impliqués dans de plus en plus de contacts. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment expliquer ça? En fait, ces différences entre catégories animales, bon, c'est les enquêtes anthropologiques qui permettent de mieux comprendre avec plus de finesse ces données. Premièrement, on sait que les animaux d'élevage en Afrique centrale, ils sont plutôt une épargne, et ce n'est pas vraiment de l'élevage pour de l'autoconsommation, ce qui explique en fait que c'est des animaux en divagation et qu'il y a très peu de contact physique, ils sont très peu manipulés, malgré une proximité vraiment quotidienne. Et bien qu'on a cette superposition vraiment spatiale, là on parle des poules, des chèvres, des moutons, on a très peu de contact physique, et on a beaucoup plus de contact physique avec des espèces éloignées, des espèces dites sauvages, que les espèces villageoises. Deuxièmement, quand on enquête en fait sur les pratiques de consommation et de partage, on remarque que, évidemment, elles ne sont pas les mêmes pour tous les animaux. On est dans des sociétés, je rappelle, qui fonctionnent en fait sur une économie de subsistance, mais à flux tendu, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de moyen de conserver la viande. Et comme on ne chasse pas tous les jours, et surtout qu'on ne ramène pas du gibier tous les jours, chaque individu dépend en fait de la manière dont les normes sociales régissent le partage de la nourriture au sein d'une famille élargie. Donc, on a des règles de partage très codifiées. C'est ce qui permet un peu d'expliquer en fait ces données. C'est-à-dire qu'un rongeur, je prends l'exemple des rats de Gambie ou des porcs-épics, il va avoir tendance à le garder en fait dans le foyer et ne pas le partager. Tandis qu'une grande antilope, elle va être quasiment systématiquement partagée, elle va être préparée, consommée, achetée localement par beaucoup plus de monde qu'un petit rongeur en fait, qui va rentrer en contact avec beaucoup moins de personnes. Il faut savoir que pour forcer ce partage, dans une optique sociale de partage égalitaire, comme il y a dans cette société batékée, on observe des règles coutumières de partage assez strictes qui imposent aux chasseurs de partager telle ou telle partie de l'animal avec tel ou tel membre de la famille, le rein à telle personne, le cœur à telle personne, la cuisse à telle personne. Et ces règles, elles vont concerner certains animaux et pas d'autres, et notamment les animaux plus gros qui vont traditionnellement être chassés dans des chasses collectives. Et ces animaux-là, et ces règles de partage-là ne concernent pas les primates. Et on voit qu'en fait, ça pourrait expliquer le fait que la viande de primate est beaucoup plus vendue que d'autres espèces. Donc on voit ici à quel point les pratiques culturelles, les normes sociales, les habitudes alimentaires et de partage, elles peuvent aussi influencer les modes de contact et donc potentiellement des risques dans le contact avec certaines espèces. Alors au-delà des pratiques culturelles, un autre facteur qui peut influencer en fait les fréquences de contact, c'est évidemment l'abondance des espèces autour des villages. Donc, nous avons calculé en fait la relation entre l'abondance relative des espèces animales et leur fréquence de contact avec les humains, afin de voir si une espèce plus abondante veut forcément dire que les humains sont plus en contact avec elle. Donc, on a calculé ça en prenant en compte uniquement les espèces non domestiquées et par catégorie d'espèces en faisant des groupes de minimum 5 espèces, donc par taxon scientifique. Donc nos données, elles sont significatives pour les antilopes, les artiodactyles. Elles ne sont pas significatives pour les rongeurs. Et donc on voit ici sur le graphique, vous avez l'abondance relative et le fait de tuer un animal. Et là aussi, les enquêtes et, en fait, la participation à des sorties de chasse permet de réaliser, en fait, par exemple, que le céphalophe bleu, cette petite antilope qui est très chassée un peu partout en Afrique centrale, elle est en fait beaucoup plus chassée, tuée,
que ce qu'on pourrait espérer par rapport à son abondance relative au sein du groupe des artiodactyles. Donc, cette méthode, en fait, elle est intéressante parce qu'elle permettrait de supposer en fait, des fréquences de contact en se basant sur l'abondance des espèces, mais évidemment, elle doit aussi prendre en compte en fait, les données qualitatives et l'observation des pratiques en fait, qui parfois ne correspondent pas forcément à l'abondance des espèces, puisqu'on va parfois préférer chasser telle ou telle espèce sans qu'il y ait de lien forcément avec l'abondance de telle ou telle espèce. Dans notre cas, c'est aussi une méthodologie plutôt imparfaite, parce que là, on a un biais lié au recensement des transectes, et les pisteurs qu'on a engagés, évidemment, ils reconnaissent que recenser des empreintes ou des traces ou des restes alimentaires de petits rongeurs, ce n'est pas la même chose que recenser des traces ou des sons de primates ou d'antilopes. Donc, ces réflexions autour des humains et des animaux, elles nous forcent en fait à repenser nos propres concepts de sauvage et domestique. Je m'explique, parce que cette division, elle peut apparaître évidente, mais elle devient un peu plus floue en fait, si on regarde le partage d'espace et les circulations animales, parce qu'on voit des modes d'engagement qui sont variables et qui en fait transcendent un peu ces catégories. Les animaux sont mobiles, ils rentrent parfois eux-mêmes en relation dans certains espaces. Et il y a des catégories intermédiaires, comme là, on a défini la catégorie d'espèces commensales, qui sont en fait des espèces dites sauvages, mais qui vivent dans les maisons. Ce sont ces petites chauves-souris insectivores ou des rongeurs, qui sont espèces sauvages, mais qui vivent au quotidien avec les populations locales qui recensent des contacts visuels ou auditifs avec ces espèces vraiment au quotidien. Où on a, comme là sur la photo à gauche, en fait, des pintades sauvages qui sont temporairement en fait, domestiquées, elles vont vivre avec les poules au village, où on a des chauves-souris, des grandes chauves-souris frugivores qui vont se regrouper saisonnièrement dans les arbres fruitiers au village, donc en fait comme une forme de proximité aussi quotidienne. On a également notre exemple, c'est des jeunes mammifères capturés vivants suite à des chasses et qui vont servir de jeu aux enfants avant d'être abattus. Et concernant l'élevage, on a aussi en fait, des vaches qui vont errer en savane, puis s'égarer au village pendant la nuit. De la même manière, on a des chèvres, en fait, des moutons qui vont se déplacer parfois sur des grandes distances dans la journée. On a aussi le cas du chien qui est assez intéressant dans le réseau en fait, qui relie village, forêt, savane, puisque c'est le premier animal qui va mordre un gibier vivant lors des chasses collectives. Là, je parle de chiens donc, qui sont uniquement utilisés pour la chasse. Et donc, ces chiens qui vont être en contact avec la faune sauvage, ils vont se retrouver également dans l'habitation au quotidien, en contact avec les enfants, etc. Donc, on a vraiment une superposition de niches écologiques qui fait que cette distinction un peu binaire entre sauvage et domestique, elle perd un peu de son sens en fait, dans cette problématique. Donc, concernant les contacts physiques, les épidémiologistes et les virologues, ils ont reconnu en fait, que les contacts physiques pouvaient différencier en fonction de certains groupes sociaux. Et en fait, il y a souvent une attention qui est disproportionnée par rapport aux chasseurs, aux activités des hommes. Mais en fait, là, sur ce terrain d'étude, en fait, les enquêtes anthropo, elles permettent d'obtenir un niveau de détail assez fin sur les variations et notamment certaines activités et contacts qui sont négligés dans la littérature. On a par exemple, en fait, on voit très bien qu'en fait, les femmes sont aussi en contact avec du gibier sauvage, parfois quand elles visitent en fait, les pièges de leur mari. Les hommes pratiquent des chasses collectives de gibier, ça on le sait. Il y a aussi en fait, une attention qui serait intéressante d'avoir sur les enfants et les adolescents, qu'on n'a pas eu forcément dans notre étude sur les fréquences de contact, on a considéré que des adultes, mais les observations quotidiennes et les enquêtes permettent de voir en fait, que les adolescents ont des contacts quasi quotidiens avec plusieurs espèces de rongeurs, qui sont impliqués également dans la découpe en fait, de grands gibiers, qui sont pris comme assistants dans une optique aussi d'apprentissage par leurs parents. Et
il y aurait un intérêt particulier à avoir sur la chasse aux petits rongeurs, qui est en fait un jeu quotidien qu'on retrouve un peu partout en Afrique centrale. Pour les enfants, dès l'âge de 5-6 ans, ils vont en forêt ou en savane chercher des petits rongeurs. Et donc là, potentiellement, il y a un type de contact qui est souvent invisibilisé entre ces enfants et certaines espèces. Donc, au-delà des contacts, le fait d'enquêter sur la pensée locale permet de mettre aussi en évidence des absences de contact et d'essayer de les comprendre. Il y a des habitudes et des normes sociales qui conditionnent en fait les pratiques et par conséquent ces contacts. Et donc, il y a des formes d'évitement, comme dans toutes les sociétés, avec certains animaux. Par exemple, les caractéristiques des animaux consommés par les femmes, avec des règles assez strictes, où les femmes refusent de consommer certains animaux à certaines périodes de leur vie, avec là une représentation symbolique et une peur en fait de l'analogie, du fait que quand on est enceinte, il faut éviter de consommer des animaux qui ont un comportement peu commun, avec la peur en fait que l'enfant récupère en fait ces comportements considérés comme anormaux. Dans la zone, il y a aussi un interdit alimentaire assez fort sur les bonobos. On est dans une zone de conservation communautaire, avec des populations de bonobos qui ont été identifiées il y a quelques années. Et donc, le projet de conservation communautaire, justement, s'appuie en fait sur ces interdits alimentaires pour des optiques de conservation. Mais donc, forcément, ces interdits alimentaires historiques ont forcément un lien sur les contacts. Et il y a même un évitement de la rencontre avec les bonobos pour des raisons de malchance que ça pourrait apporter. Donc, pour finir, voilà une autre visualisation en fait, des données à partir de la fréquence moyenne globale. On a fait une analyse en composantes principales en fait, sur les espèces avec les fréquences pour chaque type de contact, puis une classification ascendante hiérarchique pour obtenir ce dendrogramme. Et en fait, on compare les catégories obtenues pour les catégoriser et pour voir si elles sont statistiquement significatives. Et donc, on obtient 3 groupes assez bien identifiés. Première classe avec très peu de contacts, qui sont les animaux en fait, qui sont rencontrés assez rarement. Deuxième classe, en fait, on a beaucoup plus de contacts physiques en fait, et qui correspond en fait, aux animaux les plus chassés. Et une troisième classe d'animaux qui présentent en fait, des contacts environnementaux assez forts avec les populations. Donc, on peut dire qu'en fait, on pourrait dire qu'il y a assez peu de risques d'un point de vue épidémiaux avec les animaux de la classe 1, étant donné le faible niveau de contact, et qu'il faudrait concentrer les recherches de pathogènes possibles plutôt sur la classe 2 pour les pathogènes à transmission directe et sur la classe 3 pour les pathogènes à transmission environnementale. Donc là, il y a un lien avec la métagénomique ou au moins avec le biologique à faire pour savoir sur quelles espèces en fait, se concentrer pour voir quel type de transmission potentielle. Ça, c'est tout un peu la suite du projet sur lequel on va travailler quand on aura justement les données d'analyse qui seront effectuées. Donc, pour conclure, on voit qu'on a des contacts qui sont non homogènes au sein d'une société, et ça, c'est, je pense, hyper important de le prendre en considération, toutes ces variations, pour mieux cibler justement en fait, dans la recherche de pathogènes, soit pour prédire des émergences. On a des modes d'engagement qui sont variables, donc des expositions qui sont variables également, en fonction des individus, en fonction de l'implication personnelle, en fonction du sexe, de l'âge, de certaines activités. Donc, pour conclure, en fait, les sciences sociales, ce que j'essayais de montrer là sur les 2 jeux de données qui se répondent, c'est que les perspectives qualitatives et qualitatives, elles sont nécessaires pour éclairer la complexité du processus qui amène en fait, les humains et les animaux à rentrer en contact. Donc, il est intéressant de s'intéresser à ces épidémiologies locales et aux processus historiques et sociaux qui ont une histoire, qui révèlent en fait, cette histoire de contact entre les espèces. Et donc, l'idée, c'est de mieux comprendre ce qui circule au sein d'un réseau écologique pour mieux se préparer, pour mieux anticiper les futures émergences. Je vais m'arrêter là. Je vous en
Je vous remercie beaucoup. J'ai été un peu long. Merci de votre attention. Merci Romain, c'était vraiment super intéressant d'avoir cette approche anthropo qu'on a parfois un peu mis à l'écart dans certaines études, et ça est bien de la remettre au centre du propos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant, on a quelques minutes, donc allez-y. J'essaie de vous mettre... Hop. Vous pouvez lever la main, mettre votre vidéo pour qu'on vous voit parler. Je ne vois pas de main levée pour l'instant. Moi, j'avais une question par rapport aux différences en fait, entre les différents villages au niveau du gradient écologique. Est-ce que vous avez les premiers résultats de ces différences par village? Pas vraiment, c'est pas si clair que ça. Alors, on s'attendait à plus de différences. Donc pour revenir là-dessus, en fait, on a un village où il y a vraiment un gradient avec un niveau de déforestation beaucoup plus élevé, et le village plus à l'est est beaucoup plus forestier. On observe en fait qu'il y a beaucoup plus de contact avec les animaux domestiques dans la zone déforestée, mais qui est plutôt liée sans doute à des raisons économiques, puisque c'est une zone qui est plus proche du fleuve Congo, avec beaucoup plus d'incitation en fait à faire de l'élevage pour vendre en fait à des commerçants qui viennent dans la zone, par rapport à des zones plus isolées. C'est des zones aussi qui sont un peu plus propices à l'élevage, avec un village plus étendu. Mais au niveau des animaux sauvages, en fait, on ne trouve pas vraiment de différence significative en fait, sur les types de contacts. Mais ça, les analyses sont encore en cours, et il faut qu'on éclaircisse un peu ça. Voilà. Ouais, du coup, je vois deux mains levées. Donc, Jourdain, je ne sais pas le prénom. Check. Ouais. Bonjour, Elsa Jourdain. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. J'ai une question vraiment naïve en fait, parce que même sur les projets en France en ce moment en sciences participatives, se pose une question sur comment on fait pour solliciter les gens, est-ce qu'on doit les indemniser, quelles sont leurs motivations, et donc du coup je voulais savoir comment ça se passe en fait quand vous voulez impliquer une population comme ça pour ce genre d'études. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes amené à faire des choix sur les personnes que vous impliquez? Vous avez parlé de 30 personnes par village, je crois. Voilà. En fait, bon, là la zone dans laquelle on a travaillé, c'est une zone où mon collègue Victor Nara travaille depuis 10 ans déjà, donc il connaît très bien le fonctionnement local. Et en fait, ce n'est pas nous qui avons choisi en fait, les participants. On sait que ça peut créer des grandes jalousies, parce que ça représente un petit travail. Bon, ça représente là, le fait de remplir ces fiches, représenter 15 minutes tous les soirs pendant 5 mois, mais ça reste un travail. Donc, les personnes ont été indemnisées financièrement sur un montant en fait, qui a été décidé au niveau local par l'ONG partenaire et par les chefs traditionnels. Et le choix des personnes qui ont été recrutées, ça a été les chefs de terre, les chefs coutumiers, à qui on a laissé cette responsabilité-là, justement pour éviter des conflits dans les villages. On a juste demandé qu'il y ait au moins une parité respectée entre hommes et femmes, et pour éviter justement les jalousies, que toutes les personnes ne soient pas choisies dans la même famille, donc les différents quartiers de chaque village et les différents lignages soient représentés. Et à partir de là, il n'y a pas eu de souci, le recrutement a été, on nous a présenté des listes de participants avec lesquels on a travaillé. Donc il n'y a pas eu de souci. Je me permets juste de lire une question dans la discussion qui est en lien avec celle-là. Comment a été perçue l'étude par la population locale au moment de sa mise en place? Est-ce qu'il y a eu des conflits ou autre? Ça revient un peu à ce que... Non, il n'y a pas eu de conflit, parce que comme je disais, Victor Nara a vraiment l'habitude, lui,
travaille sur les primates et la santé des primates depuis plusieurs années dans la zone. Donc, il avait l'habitude, en fait, de présenter des projets localement sur les thématiques de santé et de santé animale. Donc, le projet a été très bien perçu. Forcément, on l'a expliqué dans des réunions de village où tout le monde était convié. Ça a été traduit. Il y a eu des efforts vraiment de transcription pour que le projet soit bien compris. Donc, c'est sûr que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps aussi à former en fait les volontaires pour qu'ils comprennent bien ce qu'ils doivent noter. Donc là, forcément, ça demande un temps long. Moi, ma première mission, j'ai passé 1 mois et demi sur le terrain, justement, à, entre autres, former les volontaires, en plus du travail d'enquête, pour justement avoir une finesse et une rigueur dans chaque jeu de données. Et après, très vite, sur les personnes qui n'ont pas forcément des personnes qui ont moins compris en fait le travail, on a dû les écarter après plusieurs mois parce qu'en fait les données n'étaient pas fiables. Donc là, sur les 30 volontaires, il n'y en a que 26 qui ont été dont les données ont été analysées. Mais c'est sûr que ça représente en fait l'approche participative, elle permet en fait beaucoup de choses et elle est très riche. Mais c'est sûr que ça nécessite un temps plus long de formation. Ouais, Julio, tu as une question? Oui, merci beaucoup Romain pour cette super présentation. J'ai une question par rapport à la perception des animaux, que ce soit la perception de risque des villageois par rapport au risque de maladie, par exemple. Est-ce que vous l'avez étudié? Est-ce que vous l'avez vu évoluer, surtout dans une population, comme tu dis, où vous travaillez depuis 10 ans, donc ces populations, même avec notre contact, ils ont peut-être entendu parler d'Ebola, même si ce n'est pas des populations où ils ont eu Ebola, forcément, dans ce que tu as montré. Est-ce que ça a changé? Et aussi, est-ce qu'il y a une perception, par exemple, des chasseurs, est-ce qu'ils ont des perceptions différentes, positives, des fois, sur certains animaux, même s'ils les chassent? Il y a peut-être des chasseurs qui sont beaucoup plus affectionnés de voir des primates en forêt, etc. Est-ce que vous avez étudié ça? Alors, sur la perception... Est-ce que tu peux répéter Oui, perception de risque de maladie au début, est-ce qu'elle a évolué? Oui. La perception des risques de maladie, alors là, c'est plutôt justement Victor Nara qui pourrait répondre, parce que moi, je travaille dans la zone que depuis 2-3 ans, lui depuis 10 ans, donc il connaît mieux la perspective historique des dernières années là-dessus. En termes de maladies animales, ou en tout cas de zoonoses, c'est assez... Il n'y a pas vraiment une perception. Il y a la connaissance du risque d'Ebola, mais qui a en fait une réalité assez lointaine, parce qu'en fait, l'épidémie d'Ebola la plus proche, elle a eu lieu en 2018 dans la province située au nord, mais cette zone-là n'a pas été touchée. Il y a forcément, comme partout, des rumeurs qui circulent sur Ebola. Moi, j'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont dit « Moi, je ne consomme plus de singes, j'ai peur d'Ebola », mais ça reste très, très minime. Après, il y a une connaissance des maladies animales qui affectent en fait les animaux d'élevage, la peste du petit ruminant ou des dermatoses, des gales en fait chez les animaux, mais pas forcément de connaissance sur des risques de transmission zoonotique justement. Et c'est pas ça qui fait qu'on va ne pas consommer un animal. Un animal malade, un animal d'élevage malade, il va quand même être consommé. Donc, il y a une connaissance du fait qu'il n'y a pas forcément de risque, sinon je pense qu'il n'y aurait pas eu de consommation. Donc, ils savent au bout d'un moment, enfin, les pratiques d'élevage sont quand même anciennes dans la zone. Donc, il y a une connaissance qu'il n'y a pas de risque de transmission. Et même un gibier retrouvé pourri en forêt va être consommé, mais avec des règles assez strictes de cuisson, etc. Donc, et sur la deuxième question, c'était sur la perception positive et négative des animaux. Ça, c'est complexe. Qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement? On a dans d'autres populations où tu as des gens qui aiment vraiment les animaux et du coup vont au contact. Donc, ils ont plus d'animaux
il donne à manger à des singes. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est quelque chose qui se perçoit? Pas vraiment. Moi, j'essaie d'enquêter sur quelle espèce animale en fait crée une sorte de fuite en forêt et quels animaux, au contraire, on va plutôt chercher à les voir. Forcément, c'est les animaux les plus dangereux qui entraînent des fuites, comme la panthère, par exemple. Et comme j'ai dit, par exemple, le bonobo, auquel il n'y a pas forcément de risque de confrontation violente, comme avec des gorilles, là, pour le coup, ils vont être plutôt fuis parce qu'il y a cette pensée qu'en fait, croiser un bonobo apporterait de la malchance. Après, bon, ça, c'est tout un autre registre, mais il y a cette question de forme totem, entre guillemets, des animaux qui sont liés à la sorcellerie, etc. Bon, ça, c'est tout un autre sujet, mais qui affectent aussi potentiellement les contacts et les proximités. Mais globalement, les animaux qu'on va suivre, dont on va suivre les traces, c'est les animaux, on sait qu'on peut aller les tuer, les chasser. Si on voit des traces de varans, de pangolins, on peut facilement courir après et les tuer. Et après, ça dépend si on a une arme avec soi ou pas, si on est en groupe ou pas. Et voilà. Mais après, il y a certaines personnes qui me disaient qu'au contraire, quand ils voient des bonobos, ça les plaît d'aller s'approcher et de les observer. Mais là, pour le coup, il y a un interdit vraiment très fort et historique, traditionnel, sur la consommation du bonobo. Merci beaucoup. Il y avait juste une question de Christophe Poppy qui rejoint également un peu ces déclarations par les différents volontaires. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un biais déclaratif pour des contacts avec des espèces protégées? Est-ce que, par exemple, pour les bonobos Je pense pas. Déjà, on a bien fait attention à l'anonymisation des données. Donc, les personnes savaient que leurs données étaient anonymes, et n'avaient pas leur nom sur les fiches. Mais forcément, il peut y avoir un biais. Mais alors, dans la zone, les questions de conservation sont surtout liées aux bonobos. On n'est pas proche d'un parc national avec des écogardes qui circulent comme dans d'autres régions. Donc, il n'y a pas vraiment de contrôle très strict là-dessus, comme dans d'autres zones. Les bonobos ont été déclarés, je pense, de manière assez logique et pertinente au regard de là où ils se trouvent et de leur proximité du village. Et moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un biais par rapport au protégé. Ce qu'il peut y avoir dans d'autres contextes. Ça, c'est clair. C'est vraiment un problème qui peut survenir dans d'autres contextes. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois plus de main levée. Je pense que les gens commencent à aller manger. Il est 10. Mais on peut rester. Hein, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Question que je pourrais répondre aussi, Thibaut, parce que j'ai oublié de mentionner que c'est toute l'analyse quantitative, traitement des données, c'est toi qui l'as fait dans le cadre du stage que tu as fait pendant ton master. Donc, tu connais très bien aussi les données et le sujet. Je connais bien les données, effectivement. Alors, Audrey Lacroix qui repose une question. Avez-vous des premiers résultats concernant la circulation de certains pathogènes dans ces zones? Eh bien, malheureusement, non, ça devrait arriver, on l'espère bientôt, mais il y a eu beaucoup de retard sur l'analyse des données. Donc, malheureusement, on n'a pas encore de résultats. On est assez impatient de pouvoir justement mêler en fait les données de fréquence de contact, les analyses qualitatives avec justement ces données sur la circulation. Voilà. Ça viendra. Les analyses ont été menées sur des excréments d'animaux sauvages uniquement, je ne me souviens plus.
Uniquement sur les excréments, on a réussi à avoir du sang. Sur les animaux sauvages, on a des analyses de sang et de sel. Ah, du sang aussi, ok. Donc, pour la métagénomique, on va faire de la sérologie, tout ça. On a les analyses en fait, de sel et de sang aussi sur les humains et sur les animaux domestiques. Donc l'objectif est de recouper les jeux de données pour voir quelles interactions a donné lieu à quelle transmission. C'est ça. Et c'est là que les fréquences de contact et l'analyse anthropo va pouvoir expliquer, on l'espère, en fait, toutes ces formes de circulation dans un espace donné. J'ai vu une main levée, non? C'était une erreur. Non, Elsa, oui. Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai raté l'info. En fait, il y a des analyses métagénomiques et aussi une recherche ciblée de certains pathogènes ou c'est que métagénomique? Avec un guillemet au que, bien sûr. Non, il n'y aura pas de recherche ciblée de pathogènes. Non. Et ça peut être une perspective envisagée. Ça pourrait, il faudrait que ça fait longtemps, on attend toujours les données. On discutait avec Étienne Simon-Rière de l'Institut Pasteur, en fait, qui va s'occuper de ces analyses-là, mais a priori, c'est plutôt de la métagénomique et pas du ciblage de pathogènes. En fait, si je peux me permettre, l'objectif, c'est vraiment de cibler, de non cibler, justement, d'avoir aucun a priori sur les échanges, sur les transmissions, et donc, du coup, d'avoir une... C'est pour ça qu'on fait une métagénomique, parce qu'on ne cible pas des pathogènes, mais on cible éventuellement des micro-organismes non pathogènes pour simplement avoir une idée du potentiel de transmission, et non de transmission de maladies. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, une question. Oula. Benjamin Frérot. Il me semble que vous avez suggéré une focalisation des recherches pour la suite sur les espèces les plus fréquentées chassées. Est-ce que ça ne renoue pas avec une réduction des émergences à un contact physique précis, alors que l'émergence peut se produire lors d'un contact inhabituel avec une espèce peu fréquentée? J'ai la question. Je n'ai pas bien compris, je vais la relire. Oui, c'est ce que je disais Ouais. à la fin sur le fait de se concentrer potentiellement sur les espèces avec lesquelles il y a plus de contacts physiques. Mais bon, à voir, c'est sûr qu'en termes de probabilité, on retombe sur le schéma classique, de dire que bon, s'il y a beaucoup plus de probabilité d'être en contact physique avec ces espèces, potentiellement il y a plus de risques. Mais justement, bon, là je l'ai peut-être trop réduit et dit trop rapidement, mais l'idée justement, c'est aussi, par le travail sur le contact environnemental, de travailler en fait sur des contacts sur lesquels il y a qui sont beaucoup moins fréquents. Mais c'est sûr que là, on a plus de 70, 80 espèces. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut identifier sur quoi travailler sur la suite. Mais c'est vrai que c'est complexe. Mais là, c'est vrai que les espèces du dernier, j'essaie de remettre ce que vous voyez ici à gauche, c'est vraiment des espèces qui sont très, très peu contactées, voire quasiment jamais, parfois juste ils sont parus 1 ou 2 ou 3 fois, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de transmission, c'est évident. Ouais. C'est vrai que pour répondre à la suite de la question, les entretiens anthropologiques mettent en évidence parfois des événements très rares, mais qui ont parfois potentiellement des importances très importantes, enfin des risques très importants. Je regardais, je parlais par exemple la dernière fois de viande quand les gens ramassent des cadavres dans la forêt ou ce genre de choses, c'est quand même c'est potentiellement un risque plus élevé qu'une chasse d'animaux vivants. Oui, voilà, ouais. Mais après, le fait que de ramasser
une carcasse d'animal en forêt, ce sont les carcasses qui sont ramassées, ce sont le gibier qui est habituellement consommé. C'est-à-dire que certains animaux qui ne vont pas être consommés ou très peu. Ok. Et ce que je disais, c'est que il y a un intérêt à avoir aussi toutes les autres formes de contact avec ces animaux dont on peut étudier. Je parle là des petits rongeurs ou des écureuils. Et pour l'Institut Pasteur, on est aussi sur un projet sur les épidémies de monkeypox en République centrafricaine, où là, il y a des suppositions de l'origine du monkeypox dans les petits rongeurs, notamment des écureuils, où ce n'est pas encore clairement défini. C'est justement l'objet de ce projet, d'identifier un peu mieux le réservoir, et où il y a un intérêt vraiment fort à travailler avec les enfants, en fait, parce que les petits rongeurs ils sont complètement ignorés ignorés par les adultes. C'est considéré comme la viande pour les enfants, c'est ridicule et c'est sujet à moquerie d'en consommer. Mais par contre, les enfants sont en contact quotidien avec ces petits rongeurs qui intègrent en fait des jeux de chasse au quotidien. Alors, j'ai une question de Johanna Zortman. Après avoir identifié le savoir local par rapport à la problématique, comment valoriser et intégrer ce savoir local? Alors, elle donne un exemple, par exemple, la perception des bonhomos par la communauté. Comment intégrer ce savoir local dans les dispositifs stratégies de lutte contre l'émergence? Comment utiliser ces études pour lutter directement contre les émergences de maladies zoonotiques? Je relis la question. Oui, ça c'est grâce au dialogue entre les disciplines et entre les professionnels de santé, et donc d'intégrer en fait ces analyses-là et les conclusions de ces analyses-là dans les projets et les stratégies sanitaires en fait, et de recherche de la compréhension des mécanismes de l'émergence. Mais c'est sûr que c'est complexe parce que c'est des savoirs qui sont extrêmement localisés. En même temps localisés et en même temps, on trouve en fait là sur l'Afrique centrale il y a des savoirs qui sont assez transversaux sur le rapport à certaines espèces, sur des règles d'évitement, sur des goûts particuliers en fait à chasser telle ou telle espèce. Et donc c'est ce type de données-là en fait qui peut, si on communique sur ces données-là, en fait, ça peut aussi faire changer la perspective de la part en fait des chercheurs en sciences biomédicales en fait sur en fait comment pensent et comment agissent en fait les communautés locales pour éviter ce que je disais en introduction, une vision assez réductrice parfois des savoirs locaux. Mais c'est sûr que c'est un gros défi d'intégrer ces savoirs locaux. Et ça fait plusieurs années que c'est une grande question, mais que ce soit pour la question des maladies émergentes ou pour la question des changements climatiques, de la gestion de la biodiversité. C'est toute une grande thématique en anthropologie environnementale, qui est l'intégration des savoirs locaux dans les prises de décision qui affectent en fait ces mêmes communautés. Est-ce qu'on a une autre question? Non, je crois que là, c'est bon, on a fait le tour. Je vais te remercier, Romain. C'était vraiment super intéressant et ça changeait d'habitude en plus, donc c'était vraiment très, très cool. Merci à tous ceux qui ont participé, qui sont encore présents, il y a encore pas mal de gens, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Donc merci à tous et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à tous et merci pour l'invitation. De rien. Au revoir. Au revoir.